Quand j'ai dit que je n'avais pas les moyens d'acheter des cadeaux de Noël, maman a ri. Typique. La déception de la famille frappe encore. Papa a hoché la tête en signe d'approbation. J'ai simplement souri et lui ai suggéré de vérifier son compte en banque. Sa carte avait été refusée à la caisse, et c'est alors qu'elle a réalisé. Le réveillon de Noël chez la famille Lefebvre suivait toujours le même scénario. Maman passait des semaines à transformer notre maison de banlieue en quelque chose digne d'un magazine, avec des décorations professionnelles, des hors-d'œuvre de traiteur et assez de champagne pour approvisionner un petit restaurant. Papa invitait ses associés et leurs familles, transformant ce qui aurait dû être une fête intime en un événement de réseautage déguisé en moment familial. Et moi, je restais assise dans un coin, à regarder mes parents accomplir leur tradition annuelle qui consistait à rappeler à quiconque voulait l'entendre que j'étais la plus grande déception de la famille. Cette année, cependant, semblait différente. Non pas que leurs attentes ou mes échecs apparents aient changé, mais parce que j'avais enfin atteint un point où leurs opinions ne pouvaient plus m'atteindre. À 26 ans, après 3 années de planification minutieuse et de silence stratégique, j'étais prête à leur faire découvrir qui était devenue leur fille décevante. La soirée a commencé de manière prévisible. Je suis arrivé à 18h30, vêtu de mon pull habituel acheté chez Emmaüs et d'un jean usé, portant un petit sac cadeau contenant des biscuits faits maison pour ma cousine de 12 ans, Amélie. C'était le seul membre de la famille qui ait jamais montré un intérêt sincère pour ma vie, probablement parce qu'elle était trop jeune pour comprendre que j'étais censé être le contre-exemple. Voilà notre petit artiste, a annoncé maman à toute la salle lorsque je suis entré, sa voix empreinte de ce ton particulier de condescendance affectueuse qu'elle avait perfectionné au fil des ans. Toujours à poursuivre tes petits projets de bricolage, à ce que je vois. Les invités réunis, un mélange de collègues de papa de la société d'investissement et d'amis de maman du club de tennis, se sont tournés vers moi avec un intérêt poli. On m'avait si souvent présenté comme l'artiste de la famille que la plupart d'entre eux supposaient probablement que je passais mes journées à faire de la peinture au doigt ou à fabriquer des bijoux avec des capsules de bouteilles. Ce qu'ils ne savaient pas, c'est que mes petits projets de bricolage avaient généré plus de 2 800 000 € de revenus au cours des 18 derniers mois. « Salut, maman », ai-je dit en acceptant son baiser en l'air. « Tu es magnifique. C'est la nouvelle robe Chanel. » « Oui. Ton père a insisté pour que je me fasse plaisir. Les affaires ont été si bonnes cette année. » Elle a fait un geste en direction de papa, qui tenait salon près de la cheminée, régalant un groupe d'associés d'histoire sur ses dernières acquisitions immobilières. Les affaires avaient en effet été bonnes pour papa. Assez bonnes pour qu'il achète à maman la robe à 3 800 €, la nouvelle Mercedes dans l'allée et le chalet à Courchevel dont il n'avait cessé de parler sur les réseaux sociaux tout l'automne. Ce qu'il ne savait pas, c'est que sa bonne année d'affaires avait été largement subventionnée par des investissements que j'avais faits dans son entreprise par le biais d'une société écran que j'avais créée 2 ans plus tôt. Mon frère Mathieu est apparu à mes côtés, tenant un verre en cristal rempli de ce que j'ai reconnu comme le cognac coûteux de papa. À 28 ans, Mathieu maîtrisait l'art de paraître brillant tout en accomplissant remarquablement peu. Il travaillait dans une agence de marketing à Paris, vivait dans un appartement de luxe payé par nos parents et conduisait une voiture qui coûtait plus que le salaire annuel de la plupart des gens. « Tiens, a-t-il dit en me jaugeant de haut en bas avec un dédain expert. La fille prodigue est de retour. Toujours à faire tes achats en friperie, à ce que je vois. Toujours à vivre dans l'ombre financière de papa et maman, à ce que je vois, ai-je répondu gentiment. Son expression s'est assombrie, mais avant qu'il ne puisse répondre, notre cousine Amélie s'est précipitée vers nous avec l'enthousiasme que seuls les enfants de 12 ans peuvent manifester pour les réunions de famille. « Camille. Je ne savais pas que tu venais. Tu as apporté tes affaires d'art ? J'ai parlé à mes amis à l'école des peintures que tu m'as montrées l'été dernier, et ils veulent voir des photos. Je t'ai apporté quelque chose d'encore mieux, ai-je dit en lui tendant le sac cadeau. Je les ai faits moi-même. » Amélie a ouvert le sac et en a sorti une boîte de biscuits au sucre décorés, chacun peint à la main avec des motifs complexes qui m'avaient pris des heures à réaliser. Son visage s'est illuminé d'une joie sincère, la première émotion authentique que j'avais vue de toute la soirée. C'est incroyable. On dirait de minuscules chefs-d'œuvre. Elle a brandi un biscuit décoré pour ressembler à une miniature de la nuit étoilée de Van Gogh. Comment fais-tu ça? Beaucoup d'entraînement, ai-je répondu, en voyant maman s'approcher avec ce regard familier de tolérance patiente qu'elle arborait chaque fois qu'Amélie s'intéressait à mon travail. Amélie, ma chérie, ne t'emballe pas trop, a dit maman doucement. Ce ne sont que des biscuits. Camille est très créative,
mais n'en faisons pas toute une histoire. Juste des biscuits. J'avais passé 40 heures au cours des 2 dernières semaines à créer de l'art comestible qui aurait pu être exposé dans une galerie, mais pour maman, ce n'était que des biscuits. De la même manière que mes peintures étaient juste des petits dessins, mes sculptures juste des trucs en argile et toute ma carrière juste la phase artistique de Camille. Ce que maman ne comprenait pas, c'est que ma phase artistique avait évolué en quelque chose de considérablement plus substantiel que des loisirs créatifs de fin de semaine. Au cours des 3 dernières années, j'avais bâti un empire commercial qui englobait la vente d'œuvres d'art, des sculptures sur commande, des contrats de licence pour mes créations et une ligne d'articles de décoration de luxe récemment lancée qui avait été présentée dans AD France et Côté Maison. Mais j'avais soigneusement caché tout cela à ma famille. Non pas parce que j'avais honte de mon succès, mais parce que j'avais appris très tôt que partager de bonnes nouvelles avec des gens qui s'attendent à ce que vous échouiez est un exercice futile. Ils trouveraient soit des moyens de diminuer vos réalisations, soit s'en attribueraient le mérite. Mieux valait réussir discrètement et révéler la vérité au moment opportun. Ce moment, c'était ce soir. L'échange de cadeaux a commencé vers 20 h, suivant la même hiérarchie qu'il avait maintenue d'aussi loin que je me souvienne. Papa et maman ont échangé des cadeaux coûteux qui avaient manifestement été choisis par des assistants personnels. Mathieu a reçu les derniers gadgets technologiques et accessoires de créateurs. Amélie a eu tout ce qui figurait sur sa liste de Noël, plus plusieurs articles qu'elle n'avait pas pensé à demander. Et puis tout le monde s'est tourné vers moi, plein d'attentes. Je suis désolé, ai-je dit en m'enfonçant davantage dans le fauteuil que j'avais réquisitionné dans le coin. Je ne peux pas me permettre d'offrir des cadeaux cette année. L'argent a été vraiment un problème. Le silence qui a suivi était assourdissant. Non pas parce que quelqu'un était surpris, mes difficultés financières étaient une histoire familiale bien établie, mais parce que je l'avais déclaré si platement devant les associés de papa. Les joues de maman sont devenues roses d'embarras. Camille, tu aurais sûrement pu trouver quelque chose de petit. Même les cadeaux faits maison montrent un effort. J'ai apporté des biscuits à Amélie, ai-je fait remarquer. Je voulais dire pour tout le monde, a dit maman, sa voix prenant ce ton tranchant qu'elle avait toujours quand elle sentait que je nuisais à l'image de la famille. C'est Noël, ma chérie. Il s'agit de montrer sa reconnaissance à sa famille. Et j'apprécie ma famille, ai-je dit calmement. Je ne peux tout simplement pas me permettre de le montrer financièrement en ce moment. Papa s'est éclairci la gorge de l'autre côté de la pièce. Camille, si l'argent est un tel problème, il est peut-être temps d'envisager des options de carrière plus pratiques. Il y a plein de postes de débutants disponibles pour quelqu'un qui est prêt à travailler dur. Des postes de débutants. J'étais assise dans une pièce pleine de gens qui considéraient papa comme un homme d'affaires prospère, l'écoutant me suggérer de trouver un travail de débutante, alors qu'il ignorait complètement que j'étais l'une des plus grandes investisseuses de son entreprise depuis 2 ans. Tu sais quel est ton problème, a poursuivi maman, se lançant dans un thème familier. Tu n'as jamais appris la valeur de l'argent parce que tu n'as jamais eu à le gagner correctement. L'art est un passe-temps charmant, mais ce n'est pas une carrière. Maman a raison, est intervenu Mathieu, appréciant manifestement l'occasion de me faire la leçon devant un public. Tu as 26 ans. La plupart des gens de ton âge ont une carrière établie, des comptes d'épargne, des plans de retraite. Toi, tu joues encore à l'artiste avec de la peinture au doigt. J'ai regardé les invités assemblés, la plupart essayant poliment de prétendre qu'ils n'assistaient pas à une intervention familiale déguisée en célébration de Noël. C'étaient des gens d'affaires prospères, du genre à comprendre la planification financière, les stratégies d'investissement et la gestion de patrimoine. Ils étaient sur le point de recevoir une leçon très intéressante sur les préjugés. Vous avez tout à fait raison, ai-je dit en me levant et en lissant mon pull de friperie. Je devrais probablement vérifier mes finances plus attentivement. Maman, en parlant de finances, comment vont les vôtres? Quand avez-vous regardé votre solde bancaire pour la dernière fois? Maman a ri. Ce rire particulier qu'elle réservait à mes suggestions les plus ridicules. Typique. La déception de la famille frappe encore. Camille, ma chérie, ton père et moi nous portons parfaitement bien financièrement. Nous n'avons pas besoin de vérifier notre solde comme des étudiants. Papa a hoché la tête en signe d'approbation, son expression patiente mais condescendante. Nous gérons de l'argent depuis avant ta naissance, ma puce. Je pense que nous comprenons notre situation financière. J'en suis sûr, ai-je dit agréablement. Mais faites-moi plaisir.
Quand vous êtes-vous connecté pour la dernière fois à votre compte en banque pour regarder les chiffres? C'est ridicule, a dit maman. Mais je pouvais voir l'incertitude poindre dans son expression. Pourquoi demandes-tu ça? Juste par curiosité, ai-je répondu. Vous semblez si confiant quant à votre situation financière. J'adorerais voir cette confiance en action. Le silence était devenu total dans la pièce. Les associés de papa regardaient cet échange avec la fascination que les gens réservent aux accidents de voiture, incapables de détourner le regard, mais mal à l'aise avec ce dont ils étaient témoins. Très bien, a dit maman en sortant son téléphone avec un soupir exagéré. Si cela peut mettre fin à cette absurdité, je vais te montrer à quel point tu te trompes sur nos finances. Elle a ouvert son application bancaire, a entré son mot de passe et a attendu que les informations du compte se chargent. J'ai observé attentivement son visage alors que les chiffres apparaissaient à l'écran. La couleur a quitté ses joues si rapidement que j'ai cru qu'elle allait s'évanouir. Ça ne peut pas être vrai, a-t-elle murmuré, fixant son téléphone. Ce doit être une sorte d'erreur. Qu'est-ce que c'est? A demandé papa en se rapprochant pour regarder son écran. Le compte d'épargne, a dit maman, sa voix à peine audible. Il est presque vide. Le compte courant aussi. Comment est-ce possible? Papa lui a arraché le téléphone des mains, son expression passant de la confusion à l'alarme en voyant les chiffres. Ce doit être une erreur. Appelle la banque. Quelqu'un a fait une erreur. Peut-être devriez-vous aussi vérifier le solde de votre carte de crédit, ai-je suggéré obligeamment. Les mains tremblantes, maman a ouvert son application de carte de crédit. Le chiffre qui est apparu à l'écran lui a fait pousser un cri audible. 40 000 €, a-t-elle lu d'une voix qui s'est brisée sous le coup de l'incrédulité. Je dois 40 000 €. Mais c'est impossible. Je paie le solde chaque mois. Vraiment, ai-je demandé doucement. Ou bien payez-vous le minimum en supposant que papa couvre le reste? Le silence qui a suivi était profond. Je pouvais voir les pièces du puzzle s'assembler dans leurs esprits. Des mois de dépenses incontrôlées, des suppositions sur des paiements automatiques, des factures de carte de crédit que quelqu'un d'autre était censé gérer. Le chalet à Courchevel, a dit papa soudainement. Les mensualités du prêt. Je pensais que tu t'en occupais. Je pensais que tu t'en occupais, a répondu maman. Et le paiement de la Mercedes? Je pensais que ça sortait du compte de l'entreprise. J'ai regardé mes parents réaliser en temps réel que leur style de vie confortable avait été bâti sur un fondement de suppositions et de malentendus. Ils avaient vécu comme des gens riches alors que leurs finances réelles s'effondraient sous leurs pieds. C'est impossible, a dit Mathieu, bien que sa voix manque de conviction. Il doit y avoir une explication. Il y a une explication, ai-je dit calmement. Vous dépensez plus d'argent que vous n'en gagnez depuis un bon moment, en fait. C'est ridicule, a lancé papa. L'entreprise a connu un succès incroyable. La meilleure année que nous ayons jamais eue. Vraiment, ai-je demandé. Ou avez-vous simplement supposé qu'elle se portait bien parce que l'argent continuait d'apparaître quand vous en aviez besoin? Le regard d'horreur naissante sur son visage m'a dit qu'il commençait à comprendre. Papa, ai-je continué, quand avez-vous regardé pour la dernière fois les états financiers de votre entreprise? Pas les rapports de synthèse que votre comptable envoie, mais les relevés détaillés réels. Le comptable s'occupe de tout ça. Jacques gère les comptes depuis 15 ans. Et vous faites entièrement confiance à Jacques? Bien sûr que je lui fais confiance. C'est de la famille. Jacques, le beau-frère de papa, qui gérait les finances de l'entreprise depuis avant ma naissance. Le même Jacques qui détournait de l'argent depuis 3 ans, pensant que personne ne le remarquerait parce que papa ne regardait jamais les rapports détaillés. Le même Jacques dont j'avais découvert le vol il y a 6 mois lorsque j'avais commencé à enquêter sur les finances de l'entreprise dans le cadre de ma stratégie d'investissement. Vous devriez peut-être appeler Jacques, ai-je suggéré. Lui demander des informations sur certaines transactions récentes. Papa a cherché son téléphone en tâtonnant, ses mains tremblant tandis qu'il composait le numéro. La conversation qui a suivi a été brève et dévastatrice. Jacques ne répondait pas à son téléphone. Et quand papa a essayé d'appeler le bureau, il a découvert que Jacques n'avait pas été vu depuis 2 semaines. Il est parti, a dit papa d'une voix sourde. La directrice du bureau dit qu'il a vidé son bureau et n'est pas revenu depuis. Et l'argent, a demandé maman, bien que sa voix suggère qu'elle connaissait déjà la réponse.
Parti aussi? La fête de Noël s'était transformée en veillée funèbre. Les associés de papa étaient assis dans un silence stupéfait, réalisant qu'il assistait à l'effondrement des fondations financières d'une famille en temps réel. Maman serrait son téléphone comme une bouée de sauvetage, fixant les chiffres dévastateurs sur son écran. Nous sommes ruinés, a-t-elle murmuré. La maison, les voitures, le chalet. Nous ne pouvons rien nous permettre de tout ça. En fait, ai-je dit en me réinstallant dans mon fauteuil, ce n'est pas tout à fait vrai. Toutes les têtes dans la pièce se sont tournées vers moi. Vous ne pouvez rien vous permettre de tout ça, ai-je clarifié. Mais ça ne va pas être un problème. Camille, a dit papa, sa voix lourde d'épuisement. Ce n'est pas le moment pour l'optimisme. Nous envisageons la faillite, la saisie. Nous pourrions tout perdre. Vous n'allez pas tout perdre, ai-je dit calmement, parce que je ne vais pas laisser cela arriver. Ma chérie, a dit maman doucement. Je sais que tu veux aider, mais ce n'est pas quelque chose que tu peux régler avec de bonnes intentions. Nous parlons de centaines de milliers d'euros de dettes. En fait, nous parlons de 790 000 euros de dettes combinées, ai-je dit en consultant mon propre téléphone. Plus les 300 000 euros que Jacques a détournés de l'entreprise au cours des 3 dernières années. La précision de ces chiffres a attiré l'attention de tout le monde. Comment sais-tu ça, a demandé Mathieu, suspicieux. Parce que je suis vos finances depuis 6 mois, ai-je dit simplement. Depuis que j'ai découvert le détournement de fonds. Tu as fait. Quoi? La voix de papa était tranchante de confusion et de colère. J'ai suivi vos finances, surveillé le détournement de fonds, documenté le vol de Jacques, et préparé cette conversation. Je me suis levé et j'ai marché jusqu'au centre de la pièce, m'assurant d'avoir l'attention complète de tout le monde. Il y a 6 mois, j'ai engagé un détective privé pour enquêter sur les activités de Jacques parce que certaines transactions commerciales n'avaient pas de sens. Nous avons découvert qu'il volait systématiquement de l'argent depuis 3 ans, couvrant ses traces en manipulant les rapports de synthèse sur lesquels vous vous fiez. Pourquoi ne nous l'as-tu pas dit, a exigé maman. Parce que j'avais besoin de temps pour arranger les choses, ai-je répondu. Et parce que je savais que vous ne me croiriez pas sans preuves accablantes. De mon sac à main, j'ai sorti un dossier épais et je l'ai posé sur la table basse. Documentation complète du détournement de fonds de Jacques. Relevé bancaire, historique de transactions, documents falsifiés. Tout ce dont vous avez besoin pour des poursuites pénales et un recouvrement civil. Papa a saisi le dossier avec des mains tremblantes, parcourant les pages de preuves qui brossaient un tableau clair de vol systématique et de manipulation financière. C'est incroyablement détaillé, a-t-il dit après plusieurs minutes. Une enquête de niveau professionnel. J'ai engagé les meilleurs, ai-je dit. Un ancien spécialiste de la brigade financière. Ça m'a coûté 37 000 euros, mais ça valait chaque centime. 37 000 euros? Maman m'a regardé, incrédule. Camille, où as-tu trouvé 37 000 euros? Au même endroit où j'ai trouvé l'argent pour couvrir vos mensualités de prêt immobilier depuis 6 mois, ai-je dit calmement. Le silence qui a suivi était absolu. Tu as payé notre prêt immobilier? La voix de papa était à peine un murmure. Et vos factures de carte de crédit, et le paiement de la Mercedes, et le prêt du chalet, et environ 15 autres dépenses mensuelles que vous pensiez être couvertes par des revenus d'entreprise qui étaient en fait volés. J'ai sorti mon téléphone et ouvert mon application bancaire, tournant l'écran pour que tout le monde puisse voir le solde affiché. 3 400 000 euros, ai-je dit simplement. Actifs liquides actuels, sans compter les portefeuilles d'investissement ou les évaluations d'entreprise. Le chiffre flottait dans l'air comme une présence physique. J'ai regardé ma famille digérer les implications tandis que les associés de papa essayaient de cacher leur stupéfaction. 3 400 000 euros, a répété lentement Mathieu. Tu as 3 400 000 euros sur tes comptes courants et d'épargne. Oui. La valeur nette totale est plus proche de 11 millions d'euros, mais la majeure partie est immobilisée dans l'immobilier et les investissements commerciaux. 11 millions d'euros, a dit faiblement maman. Tu as 11 millions d'euros? J'ai 11 millions d'euros, ai-je confirmé. Grâce à ma petite phase artistique. La transformation dans la pièce a été instantanée et complète. Chaque personne qui m'avait regardé avec pitié ou condescendance me voyait soudainement différemment. Je n'étais plus la déception de la famille, j'étais le salut de la famille. Comment, a demandé papa, sa voix remplie d'admiration et de confusion.
Comment as-tu gagné 11 millions d'euros avec l'art? De la même manière que n'importe qui gagne de l'argent, ai-je dit. J'ai identifié un besoin du marché, développé des produits pour répondre à ce besoin, et j'ai fait croître l'entreprise intelligemment. Je me suis approché de la cheminée où l'une de mes peintures était accrochée dans un cadre simple, un paysage que j'avais offert à maman 3 ans plus tôt. Elle l'avait accroché dans un coin où les invités ne le remarqueraient pas, le traitant comme le dessin d'un enfant. Cette peinture, ai-je dit en la désignant, a été ma première vente sur commande. L'acheteur a payé 14 000 euros pour l'obtenir. 14 000 euros? La voix de maman s'est brisée sous le coup de l'incrédulité. Pour cette peinture? Pour cette peinture. Elle a été présentée dans une exposition à Paris, où un collectionneur l'a vue et a commandé 5 autres pièces à 24 000 euros chacune. Ces pièces ont mené à des contrats de licence avec 3 grandes entreprises de décoration intérieure. Les contrats de licence ont conduit à des lignes de produits qui sont maintenant vendus dans plus de 400 magasins à travers le pays. Je pouvais les voir essayer de concilier le récit de l'artiste en difficulté qu'ils avaient entretenu avec la réalité de ce que j'avais réellement bâti. La série de sculptures que j'ai terminée l'année dernière, ai-je continué, 9 pièces commandées par une chaîne hôtelière pour leur propriété de luxe, valaient 170 000 euros par pièce, plus des redevances continues. 170 000 euros, a dit Mathieu d'une voix sourde. Par pièce? Par pièce. La collection de photographies vendue à une entreprise technologique pour leur siège social a rapporté 280 000 euros de plus. Les dessins textiles que j'ai cédés sous licence à cette entreprise de meubles que vous voyez dans les publicités à la télévision génèrent environ 37 000 euros par mois de revenus passifs. À chaque révélation, je voyais la compréhension de la réalité de ma famille changer de plus en plus radicalement. Les petits projets de bricolage qu'ils avaient méprisés pendant des années avaient généré plus de richesses que la société d'investissement de papa n'en avait jamais vu. Mais tu t'habilles comme. Maman a fait un geste vague vers ma tenue de friperie. Point comme quelqu'un qui comprend que les vêtements chers ne créent pas la richesse, ai-je terminé. Je m'habille modestement parce que je le choisis, non pas parce que je le dois. Et tu vis dans ce tout petit appartement, a ajouté faiblement Mathieu. Je vis dans un tout petit appartement parce que c'est pratique pour mon atelier et que je n'ai pas besoin de beaucoup d'espace, ai-je dit. Je suis aussi propriétaire de l'immeuble où il se trouve, ainsi que de la galerie d'art au rez-de-chaussée et du café d'à côté. Les révélations arrivaient trop vite pour qu'ils puissent les assimiler. Chaque nouvelle information les forçait à réévaluer tout ce qu'ils pensaient savoir sur ma vie et mes capacités. Tu es propriétaire d'un immeuble, a dit lentement papa. En centre-ville? Je suis propriétaire de 3 immeubles en centre-ville, ai-je corrigé. Plus un entrepôt où je donne des cours d'art à des enfants défavorisés et une petite usine de fabrication où nous produisons les produits sous licence. Nous. Amélie a pris la parole pour la première fois depuis le début de la conversation. Tu as des employés. 47 employés répartis dans toutes les entreprises, ai-je dit en lui souriant. Y compris 5 autres artistes qui travaillent sur des commandes et le développement de produits. Amélie m'a regardé comme si j'avais soudainement révélé que j'étais une super-héroïne, ce qui, compte tenu de la perception antérieure de ma vie par sa famille, n'était pas loin de la vérité. Camille, a dit maman, sa voix était petite et incertaine. Pourquoi ne nous as-tu rien dit de tout cela? C'était la question que j'attendais. Celle qui déterminerait si cette conversation mènerait à la réconciliation ou à une rupture permanente. Parce que vous n'avez jamais demandé, ai-je dit simplement. En 3 ans de construction de cette entreprise, aucun de vous n'a jamais montré un intérêt sincère pour ce que je faisais. Vous avez supposé que j'échouais parce que l'échec correspondait à votre récit de qui j'étais censé être. L'accusation pesait lourdement dans la pièce. Personne ne pouvait la nier car elle était objectivement vraie. Chaque conversation sur ma carrière avait été précédée de suppositions sur mes limites et de leur certitude quant à mon échec inévitable. Quand j'ai eu ma première exposition en galerie, j'ai invité tout le monde, ai-je continué. Mathieu a dit qu'il était occupé. Maman a dit que les vernissages n'étaient pas son truc. Papa a dit qu'il essaierait de passer mais ne l'a jamais fait. Je me souviens de ça, a dit Amélie doucement. Je voulais y aller mais maman a dit que ce serait ennuyeux. Quand j'ai été présenté dans le Beaux-Arts magazine, j'ai envoyé des exemplaires à tout le monde. Personne n'a mentionné avoir lu l'article. Quand j'ai remporté le prix régional des artistes, j'ai appelé pour partager la nouvelle. Papa a demandé s'il y avait de l'argent en jeu. Et quand j'ai dit que c'était juste une reconnaissance, il a dit félicitations et a changé de sujet.
Chaque exemple était comme un petit coup de couteau, mais nécessaire. Ils devaient comprendre que leur mépris n'avait pas été un oubli occasionnel. C'était une dévalorisation systématique de tout ce que j'avais accompli. Alors, j'ai arrêté de partager, ai-je dit. J'ai arrêté d'essayer de vous inclure dans mes réussites parce qu'il était clair que vous n'étiez pas intéressé, sauf si ces réussites correspondaient à vos attentes. Mais ma chérie, a dit maman, des larmes commençant à se former dans ses yeux. Nous aurions été fiers. Nous aurions célébré avec toi. Vraiment, ai-je demandé doucement. Où auriez-vous trouvé des moyens de minimiser les réalisations? Suggéré que j'avais de la chance? M'auriez-vous prévenu de ne pas trop espérer? Rappelé que l'art n'est pas une carrière stable? Elle ne pouvait pas répondre car nous savions toutes les deux quelle aurait été sa réponse. La question maintenant, ai-je dit, est de savoir ce qui va se passer. C'était une question lourde de sens. Ils avaient besoin de mon aide. C'était clair. Leur situation financière était catastrophique, et sans intervention, ils perdraient tout ce qu'ils avaient travaillé à construire. Mais l'aide venait avec des conditions, et ces conditions allaient changer fondamentalement notre dynamique familiale. Nous avons besoin de ton aide, a dit papa tranquillement. Je déteste l'admettre, mais c'est vrai. Sans ton aide, nous perdrons la maison, l'entreprise, tout. Je sais, ai-je dit. Et je suis prête à aider, mais pas sans condition. Que veux-tu, a demandé Mathieu, et je pouvais entendre la lassitude dans sa voix. Je veux du respect, ai-je dit simplement. Je veux la reconnaissance de ce que j'ai accompli. Je veux être incluse dans les décisions familiales qui affectent tout le monde. Et je veux que les commentaires méprisants et les attitudes condescendantes cessent. D'accord, a dit maman immédiatement. Je n'ai pas fini, ai-je continué. Je veux aussi que papa se retire des opérations commerciales quotidiennes et me laisse restructurer l'entreprise correctement. Le détournement de fonds s'est produit parce qu'il n'y avait aucun contrôle financier en place. Cela change maintenant. Papa a grimacé mais a hoché la tête. Tout ce que tu jugeras le mieux. Et Mathieu, ai-je dit en me tournant vers mon frère, tu vas gagner ta place dans l'avenir financier de cette famille. Fini les aides. Fini le style de vie de rentier. Tu veux bénéficier de la richesse de la famille? Tu contribues à la construire. Qu'est-ce que ça veut dire, a-t-il demandé nerveusement. Ça veut dire que tu vas travailler pour moi, ai-je dit. Apprendre le métier depuis la base, prouver que tu peux créer de la valeur au lieu de simplement la consommer. La transformation dans l'expression de Mathieu était fascinante à observer. Pour la première fois de notre vie d'adulte, il me regardait comme quelqu'un ayant du pouvoir sur son avenir plutôt que comme quelqu'un indigne de son attention. Et si je refuse, a-t-il demandé. Alors tu trouves ton propre chemin dans le monde, ai-je dit calmement. C'est ton choix. La pièce était silencieuse tandis que tout le monde digérait la nouvelle réalité. La hiérarchie familiale s'était complètement inversée en l'espace d'une heure. La personne qu'ils rejetaient comme un échec était maintenant celle qui contrôlait leur avenir financier. Il y a encore une chose, ai-je dit en sortant une enveloppe de mon sac à main. Maman, c'est pour toi. Elle a ouvert l'enveloppe avec des mains tremblantes et en a sorti un chèque de 50 000 €. Qu'est-ce que c'est, a-t-elle murmuré. Des cadeaux de Noël, ai-je dit. Puisque je vous ai dit que je ne pouvais pas me les permettre. Le chèque représentait plus d'argent qu'elle n'en avait jamais tenu en une seule fois, mais le geste signifiait quelque chose au-delà du montant en euros. C'était la preuve que j'aurais pu me permettre des cadeaux somptueux pour tout le monde. J'avais simplement choisi de ne pas participer à la compétition de cadeaux de la famille. Camille, a-t-elle dit, les larmes coulant maintenant librement. Je suis tellement désolé. Nous avons été horribles avec toi. Méprisant et condescendant et aveugle à ce que tu accomplissais. Nous l'avons tous été, a ajouté papa. Tu as accompli quelque chose d'extraordinaire et au lieu de le célébrer, nous t'avons traité comme un cas social. Je n'ai pas besoin d'excuses, ai-je dit. J'ai besoin d'un comportement différent à l'avenir. Tu l'auras, a promis maman. Tout ce dont tu auras besoin de notre part, tu l'auras. J'ai regardé ma famille dans la pièce, imparfaite, fière, et finalement assez humble pour me voir clairement. Ce n'était pas la célébration de Noël que l'un d'entre nous avait prévue, mais c'était la conversation que nous avions besoin d'avoir depuis des années. Très bien, alors, ai-je dit en me réinstallant dans mon fauteuil. Parlons de la façon dont nous allons reconstruire les fondations financières de cette famille.
Et cette fois, tout le monde saura exactement ce qu'il advient de l'argent. Au fur et à mesure que la soirée avançait, nous avons esquissé des plans pour restructurer l'entreprise de papa, mettre en œuvre des contrôles financiers appropriés et établir une nouvelle dynamique familiale basée sur le respect mutuel plutôt que sur une hiérarchie supposée. Il faudrait du temps pour reconstruire la confiance et établir de nouvelles habitudes, mais pour la première fois depuis des années, je me sentais optimiste quant à l'avenir de notre famille. Le meilleur moment a été de voir le visage d'Amélie alors qu'elle réalisait que sa cousine artiste en difficulté était en fait une femme d'affaires prospère. Elle a passé le reste de la soirée à poser des questions détaillées sur le commerce de l'art et sur ce qu'il fallait pour construire quelque chose de significatif à partir de rien. Peut-être serait-elle le prochain membre de la famille à surprendre tout le monde avec ce dont elle était capable. Alors que je me préparais à partir cette nuit-là, maman m'a prise à part pour une conversation privée. « Camille, a-t-elle dit, je veux que tu saches à quel point je suis fier de toi. Pas seulement pour l'argent, mais pour la force qu'il a fallu pour réussir malgré notre manque de soutien. » Merci, ai-je dit. Ça signifie plus que tu ne le penses. Et je veux que tu saches, a-t-elle poursuivi, que nous allons faire mieux, être meilleurs. Tu méritais notre soutien et nos encouragements depuis le début, et tu les auras désormais. Je l'ai serré dans mes bras, vraiment serré dans mes bras pour la première fois depuis des années, et j'ai senti la possibilité de reconstruire notre relation sur des bases de respect mutuel et de compréhension sincère. Parfois, le plus beau cadeau de Noël que vous puissiez offrir à votre famille est la vérité sur qui vous êtes vraiment. Même lorsque cette vérité force tout le monde à reconsidérer tout ce qu'il pensait savoir sur le succès, l'échec et ce que signifie soutenir les gens que vous aimez.